Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'une journée très difficile pour Trump, un vrai jour d'enfer. La foule qui le soutenait avant se retourne maintenant contre lui. Que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Si vous voulez rester au courant de toutes les actualités et analyses politiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Allons-y. La journée commença mal pour Donald Trump, président des États-Unis en 2025. Lors du WWE SummerSlam, un événement qu'il avait toujours considéré comme un terrain favorable, la foule le surprit avec des huées assourdissantes. Une vidéo diffusée sur l'écran géant montrait Triple H, icône de la lutte, aux côtés de Trump à la Maison-Blanche, où il signait un décret exécutif pour ramener le test d'aptitude physique présidentielle dans les écoles. La foule du New Jersey, normalement composée de fans fervents, ne pardonna pas. Des cris de désapprobation résonnèrent dans le stade, un signe clair que même sa base loyale se retournait contre lui. Le rejet fut si intense qu'il devint viral sur les réseaux sociaux, avec des vidéos capturant la fureur du public. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, la réalité était bien plus grave. Dans la région de Samara, en Russie, des drones ukrainiens attaquaient une raffinerie de pétrole, un coup audacieux contre la machine de guerre russe. L'Ukraine, confrontée à un conflit brutal, montrait héroïsme et détermination, risquant tout pour résister. Le contraste était saisissant, tandis que Trump posait pour des photos lors d'événements sportifs, les dirigeants ukrainiens coordonnaient des attaques stratégiques pour protéger leur peuple. La frivolité de Trump, focalisée sur les apparitions publiques et l'autopromotion, semblait encore plus déconnectée face au courage affiché par un pays en guerre. Au SummerSlam, la présence de personnalités comme le golfeur Bryson DeChambeau et l'ancien joueur de NFL Lawrence Taylor aux côtés de Trump ne fit qu'augmenter la controverse. Taylor, visiblement confus, déclara lors de l'événement « Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je suis là pour servir ». La foule n'adhéra pas au récit. Pour beaucoup, Trump utilisait le sport comme scène pour son image, tandis que le monde faisait face à de vraies crises. Les huées n'étaient pas seulement une réaction à la vidéo, mais à un président qui semblait plus préoccupé par les projecteurs que par le leadership. Sur les réseaux sociaux, l'incident prit vie. Des publications sur X montraient des extraits du moment, avec des commentaires comme « La foule du SummerSlam a dit ce que tout le monde pense ». Le rejet public était un coup dur pour Trump, qui s'était toujours enorgueilli de sa popularité lors d'événements comme celui-ci. Pendant ce temps, en Ukraine, les drones continuaient leur mission, un rappel que le monde ne s'arrêtait pas pour attendre les mises en scène de Trump. La journée infernale de Trump ne faisait que commencer. Les huées au SummerSlam étaient un présage de plus de problèmes, et les événements mondiaux, comme la lutte de l'Ukraine, ne faisaient que souligner l'abîme entre son image et la réalité. Il devait gérer l'insatisfaction croissante chez lui, mais ce qui allait suivre montrerait que ses actions ne feraient qu'attiser le feu contre lui. La scène était dressée pour une journée d'affrontements, de mensonges démasqués et de critiques qui résonneraient bien au-delà du ring de lutte. La journée de Donald Trump, déjà ébranlée par les huées au WWE SummerSlam, empira encore quand il décida de célébrer une supposée victoire au golf. Sur son compte personnel X, Trump annonça qu'il avait remporté un tournoi dans son propre club, le Trump International Golf Club, avec un score impressionnant de 69. « Meilleur parcours de ma vie », écrivit-il, fier. Mais l'histoire ne tint pas. Les golfeurs amateurs et professionnels questionnèrent rapidement le résultat. Des données vérifiables de tournois précédents montraient que Trump, à 79 ans, n'avait jamais atteint un score si bas. Les commentaires sur X explosèrent. 69 ? Seulement si c'est son âge mental. Se moqua un utilisateur. Pire encore, Trump utilisa le compte officiel de la Maison-Blanche sur X pour publier sur cet exploit, mélangeant vantardise personnelle et fonction présidentielle. Notre président gagne au golf et dirige le pays en même temps, disait la publication, accompagnée d'une photo de lui avec un trophée rutilant. La réaction fut immédiate. Journalistes et citoyens pointèrent l'usage inapproprié du compte officiel, qui devrait être réservé aux communications d'intérêt national. La Maison-Blanche est devenue la publicité d'un club de golf, demanda un commentateur sur X. Le hashtag GolfGate commença à prendre de l'ampleur, avec des mèmes ridiculisant l'obsession de Trump pour ce sport.
Les critiques ne s'arrêtèrent pas là. Les utilisateurs des réseaux sociaux déterrèrent des histoires de l'époque où Trump fut accusé de tricher lors d'un tournoi en Écosse, en 2018. Des témoins affirmèrent qu'il manipula les résultats, comptant moins de coups qu'il n'en donna réellement. Un ancien partenaire de jeu tweeta, il jouait avec des règles spéciales qui ne valaient que pour lui. La méfiance concernant son honnêteté au golf renforçait la perception que Trump déformait la vérité pour se promouvoir, même dans quelque chose d'aussi trivial qu'un jeu. Pendant ce temps, le public s'organisait pour démasquer les mensonges. Un groupe de fans de golf utilisa des applications de suivi de tournois pour vérifier les résultats du Trump International. Aucun enregistrement ne confirmait le score de 69. Un blogueur écrivit, « S'il ment sur le golf, que cache-t-il d'autre ?» La révolte sur les réseaux sociaux grandissait, avec des gens exigeant la transparence. Même des alliés de Trump semblaient mal à l'aise, certains évitant de commenter l'affaire. Le contraste entre la frivolité de Trump et les vrais problèmes du pays était évident. Tandis qu'il se vantait d'un supposé triomphe sportif, le chômage augmentait et l'inflation inquiétait les Américains. L'Ukraine, toujours en guerre, continuait la lutte pour la survie, et les nouvelles de Samara arrivaient comme rappel d'un monde en crise. Trump, cependant, semblait indifférent, focalisé sur les trophées et l'autopromotion. Le Golfgate n'était que le début d'une tempête plus grande, avec un public de plus en plus irrité et prêt à questionner tout ce qui sortait de la Maison-Blanche. La journée de Donald Trump, déjà marquée par les huées et les polémiques au golf, prit une tournure encore plus chaotique quand l'attention se porta sur l'économie. Des données récentes montraient un scénario préoccupant. Le chômage en 2025 était à 5,2%, pire que les 3,5% d'avant le Covid en 2019, mais pas aussi grave que les 10% durant la récession de 2008. Malgré cela, Trump utilisa le compte officiel de la Maison-Blanche sur X pour proclamer que les États-Unis étaient le pays le plus chaud du monde économiquement. L'affirmation, sans base dans des chiffres concrets, irrita économistes et citoyens. Chaud. Mon compte en banque est gelé. Tweeta un Américain frustré. La propagande de Trump ne s'arrêtait pas là. Il insistait sur le fait que son leadership avait transformé l'économie en quelque chose de jamais vu, ignorant les rapports qui montraient une croissance stagnante et une inflation en hausse. Pour vérifier les allégations, les journalistes eurent recours à l'IA Grok, créée par XAI, qui analysa les données économiques. Grok confirma, la croissance du PIB en 2025 était de seulement 1,8%, bien en dessous des 2,5% projetés. L'inflation, quant à elle, montait à 4,1%, érodant le pouvoir d'achat. Ces chiffres démentaient le narratif de Trump, et le hashtag #EconomyLies commença à circuler sur X. L'usage du compte officiel de la Maison-Blanche comme une sorte de compte troll ne faisait qu'empirer la situation. Au lieu de communiquer sérieux, des publications exaltaient les exploits exagérés de Trump, comme la supposée victoire au golf et de vagues promesses de prospérité. Un post disait « Personne ne fait mieux l'économie que nous ». Les utilisateurs de X réagirent avec indignation « C'est la Maison-Blanche ou un fan club ?» La transformation du compte en outil d'autopromotion minait la crédibilité du gouvernement, et même les alliés de Trump questionnaient la stratégie dans les coulisses. Pendant ce temps, le contraste avec les crises mondiales était impossible à ignorer. En Ukraine, la lutte contre la Russie continuait, avec des familles affrontant des bombardements quotidiens. À Gaza, la famine s'aggravait, avec des rapports de l'ONU pointant des milliers de morts. Trump, cependant, semblait plus préoccupé de polir son image que d'aborder ces questions. Un analyste tweeta, il parle de pays chauds pendant que le monde prend feu. La déconnexion entre la propagande de Trump et la réalité alimentait la révolte publique. La Maison-Blanche, sous Trump, devenait un cirque de narratifs fabriqués, et le public ne laissait rien passer. Les critiques sur les réseaux sociaux grandissaient, avec des mèmes et des threads pointant chaque mensonge. La journée infernale de Trump continuait à prendre de l'ampleur, et le prochain chapitre promettait plus de controverses, avec un projet de loi polémique et des dépenses qui défieraient encore plus la patience des Américains. L'économie, loin d'être chaude, n'était que le début d'une tempête que Trump ne pourrait ignorer très longtemps. La journée infernale de Donald Trump a gagné un nouveau chapitre avec la présentation du Beautiful Bill, un projet de loi qu'il a décrit comme le plus important de l'histoire.
Les détails du projet étaient vagues, mais Trump a promis qu'il apporterait une prospérité sans précédent. Pendant ce temps, il a annoncé des plans pour construire une salle de bal de 200 millions de dollars à la Maison-Blanche, détruisant l'historique East Wing. Ce sera la plus grande et la plus luxueuse salle du monde, a-t-il déclaré dans un post sur X, utilisant le compte officiel de la Maison-Blanche. La proposition a choqué le public, qui voyait cette dépense comme inutile au milieu de problèmes urgents. L'idée de la salle de bal a généré une révolte immédiate. Sur X, les utilisateurs ont questionné la priorité, 200 millions de dollars pour une salle alors que l'inflation monte et que les loyers sont impossibles. Un autre commentaire viral a souligné, il veut transformer la Maison-Blanche en palais de Versailles. Trump a suggéré que le financement pourrait venir de partenaires étrangers, soulevant des préoccupations sur l'influence externe dans le gouvernement. Aucune nation n'a été citée, mais les spéculations sur des alliés controversés comme l'Arabie Saoudite ont circulé sur les réseaux. Pendant ce temps, les besoins réels étaient ignorés. Le logement abordable restait en crise, avec des millions d'Américains dépensant plus de 30% de leurs revenus en loyer, selon les rapports du département du logement. L'inflation, à 4,1%, rendait la vie des familles difficile. En Ukraine, la guerre continuait, avec des civils ayant besoin d'aide humanitaire. À Gaza, la famine tuait des milliers de personnes, selon l'ONU. Ces problèmes contrastaient avec l'obsession de Trump pour des projets de vanité. Un analyste a tweeté « Salle de bal ? Alors que le monde implore la paix et la nourriture ?» La polémique du Beautiful Bill a également remis au jour de vieilles accusations. Les critiques ont rappelé que Trump avait déjà exagéré ses victoires au golf, et maintenant des prédictions sarcastiques surgissaient sur X. Prochaine annonce, Trump gagne un tournoi de golf avec un score de 65. La méfiance envers ses intentions grandissait, beaucoup voyant le projet de loi comme une nouvelle manœuvre pour détourner l'attention des échecs économiques. Les données du département du Trésor montraient que le déficit budgétaire de 2025 dépassait déjà 2 billions de dollars, rendant la salle de bal encore plus indéfendable. La réaction publique ne donnait pas de répit. Sur X, le hashtag Beautiful Bill devenait une blague, avec des mèmes comparant Trump à un roi médiéval. La Maison-Blanche, au lieu de répondre aux critiques, doublait la mise avec des posts sur la grandiosité du projet. Mais la patience des Américains était à bout. La journée de Trump, déjà marquée par le rejet et les mensonges, faisait maintenant face à un nouvel obstacle, la perception qu'il privilégiait le luxe personnel au détriment du bien-être du pays. La scène était prête pour d'autres confrontations, avec des dirigeants politiques prêts à défier ses décisions. La journée de Donald Trump, déjà tumultueuse avec des huées, des fraudes au golf et un projet de loi controversé, s'est transformée en confrontation politique directe. Lors d'une conférence de presse, Trump a attaqué le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, exigeant 1 milliard de dollars pour approuver les nominations en attente de son administration. Dit à Schumer et aux fous de la gauche radicale d'aller au diable, a-t-il lancé, dans un ton qui a choqué même ses alliés. Le langage agressif, transmis en direct, est devenu viral sur X, avec des utilisateurs qualifiant le discours d'inapproprié pour un président. Le hashtag Trump Tantrum a pris de l'ampleur. L'attaque contre Schumer est venue à un moment délicat. Les données économiques récentes aggravaient l'image de Trump. La croissance du PIB en 2025, de seulement 1,8%, est restée en dessous des attentes de 2,5%, selon le département du commerce. L'inflation, à 4,1%, dépassait les prévisions de 3,5%, selon le Bureau des statistiques du travail. Ces chiffres contredisaient les promesses de Trump d'une économie chaude. Sur X, les analystes soulignaient, il se dispute avec Schumer pendant que l'économie coule. La perception d'un président déconnecté grandissait. La confrontation avec Schumer n'était pas seulement rhétorique. Trump a menacé de paralyser le gouvernement si ses nominations n'étaient pas approuvées, une tactique qui rappelait les crises budgétaires passées. Schumer a répondu dans un communiqué, qualifiant les demandes de chantage politique. L'affrontement a divisé le Congrès, avec des républicains modérés hésitant à soutenir Trump. Un sénateur anonyme a tweeté « Nous ne pouvons pas gouverner avec des ultimatums ». La tension politique alimentait le récit d'un gouvernement chaotique, incapable d'unir même sa propre base. L'image internationale des États-Unis souffrait également.
Les journaux européens, comme le britannique The Guardian, ont comparé le comportement de Trump à celui de dirigeants autoritaires, citant sa rhétorique enflammée. Sur X, un correspondant international a écrit « Les alliés des États-Unis sont perplexes ». Est-ce cela le leadership? Pendant ce temps, la crise en Ukraine et la famine à Gaza continuaient, avec Trump apparemment indifférent. Un activiste a tweeté « Ils se disputent pour des nominations pendant que le monde demande de l'aide ». La journée infernale de Trump révélait un schéma, chaque tentative de détourner l'attention de ses problèmes ne faisait que créer plus de controverses. Le rejet au SummerSlam, les mensonges sur le golf et le Beautiful Bill s'ajoutaient maintenant à une confrontation politique qui polarisait encore plus le pays. Sur X, l'opinion publique se divisait entre supporters fidèles et critiques féroces, mais la balance semblait pencher contre Trump. Il perd le contrôle, a écrit un commentateur. La bataille avec Schumer n'était que le début d'une guerre politique qui promettait d'ébranler Washington, tandis que le monde observait, de plus en plus sceptique envers le leadership américain. La journée infernale de Donald Trump a gagné un nouveau chapitre avec la couverture implacable des médias japonais. Des journaux comme l'Asahi Shimbun et la chaîne NHK ont comparé les actions de Trump à celles de dirigeants autoritaires comme Hitler, Mussolini et Mao Tse-tung. La critique est venue après que Trump ait licencié le commissaire des statistiques du travail, Stephen Moore, pour avoir divulgué des chiffres du chômage qu'il considérait comme faux. Le rapport, qui indiquait 5,2% de chômage en 2025, contredisait le récit de Trump d'une économie chaude. Sur X, un journaliste japonais a tweeté « Licencier celui qui dit la vérité ?» C'est Mao pendant la révolution culturelle. Le licenciement de Moore a choqué le Japon, où la précision statistique est valorisée. Les médias locaux ont tracé des parallèles avec l'élimination des intellectuels pendant la révolution culturelle chinoise, suggérant que Trump voulait faire taire les données gênantes. La NHK a souligné que le président utilisait la Maison-Blanche comme scène personnelle, citant le projet de la salle de bal de 200 millions de dollars. Un éditorial a comparé le plan à l'extravagance de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, l'appelant le Versailles de Trump. Le hashtag Trump Versailles est devenu viral au Japon, avec des mèmes ridiculisant le luxe au milieu des crises mondiales. La popularité de Trump au Japon, autrefois considérable parmi les fans de sa persona de télé-réalité, s'est effondrée. Les sondages du Yomiuri Shimbun montraient que seulement 8% des Japonais voyaient son leadership positivement en 2025, contre 25% en 2017. Sur X, un utilisateur japonais a écrit « Il était amusant à la télé, mais comme président ? Un désastre. » Le rejet reflétait une perception que Trump privilégiait la vanité sur la gouvernance, tandis que le monde faisait face à la guerre en Ukraine et à la famine à Gaza. Les médias japonais ont également souligné la déconnexion de Trump avec la réalité. Pendant qu'il planifiait des salons dorés, le Japon envoyait une aide humanitaire à l'Ukraine, avec 500 millions de dollars d'assistance, selon le ministère des Affaires étrangères. Un commentateur de la NHK a questionné « Comment les États-Unis peuvent-ils diriger mondialement quand leur président ignore les crises ?» La couverture renforçait l'image d'un dirigeant plus préoccupé par son image que par la responsabilité. Sur X, l'indignation japonaise se mélanguait aux critiques mondiales. Un académicien a tweeté « Trump transforme la Maison-Blanche en cirque pendant que le monde a besoin de stabilité ». La perte de crédibilité internationale était évidente, et la journée de Trump, déjà marquée par des huées, des fraudes et des confrontations, faisait maintenant face au poids de comparaisons historiques dévastatrices. Le rejet au Japon était un signal que son leadership était sous examen mondial, et le prochain chapitre promettait plus de voix critiques, avec une figure publique de poids prête à exposer des vérités inconfortables sur le président. L'actrice et animatrice Rosie O'Donnell n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation actuelle des États-Unis sous la présidence de Donald Trump en 2025. Dans des déclarations percutantes, elle a qualifié le moment de cauchemar dystopique qui hante le pays. Elle a affirmé connaître cet homme depuis des décennies à New York. Selon elle, sa réputation a toujours été douteuse, mais ce que l'on voit aujourd'hui dépasse toutes les attentes négatives qu'elle aurait pu avoir. Le passé criminel de Trump, d'après l'animatrice, comprend une série de fraudes documentées. Elle a expliqué que l'on parle ici de violations claires de la clause des émoluments, de cas de chantage et d'une liste interminable de pratiques frauduleuses, citant des données publiques disponibles dans les tribunaux américains.
Les exemples concrets mentionnés par O'Donnell sont alarmants. Au cours de sa carrière dans les affaires, Trump a vu ses avions saisis pour non-paiement, a créé une université qui a ensuite été jugée frauduleuse par les tribunaux et a été accusé d'avoir détourné des fonds destinés à des œuvres de charité pour enfants à des fins personnelles. Ce ne sont pas des rumeurs, mais des faits documentés dans des procédures judiciaires. Ce qui est le plus troublant, a poursuivi l'animatrice, c'est l'aveuglement volontaire de ses partisans. Comment une nation peut-elle ignorer des preuves aussi claires et documentées ? Cette question a résonné sur les réseaux sociaux, générant des milliers de commentaires et de débats passionnés. La connaissance ancienne de Trump à New York a toujours inclus des histoires sur des pratiques commerciales douteuses. Les entrepreneurs locaux rapportaient depuis des années des contrats impayés, des promesses non tenues et des tactiques intimidantes. Aujourd'hui, ces mêmes pratiques semblent s'être étendues à la scène politique nationale. Les critiques d'O'Donnell ont gagné en force notamment parce qu'elle possède une documentation précise sur certains cas. Son équipe juridique a rassemblé des preuves publiques montrant des schémas de comportement constants au fil des décennies. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'inventait rien et que tout figurait dans les archives publiques. La réaction du public à ces déclarations a été immédiate et polarisée. Les partisans de Trump ont attaqué O'Donnell sur les réseaux sociaux, tandis que les critiques ont massivement relayé ses propos. Le débat s'est intensifié lorsque d'autres célébrités ont commencé à s'exprimer, créant une vague de critiques publiques. L'impact de ces déclarations s'est étendu au-delà du domaine du divertissement. Des analystes politiques ont commencé à discuter de la manière dont les personnalités influentes peuvent affecter l'opinion publique, surtout lorsqu'elles présentent des preuves documentées plutôt que de simples opinions personnelles. Alors qu'O'Donnell poursuivait ses critiques publiques, d'autres développements controversés commençaient à émerger dans l'administration Trump, en particulier en ce qui concerne les nominations à des postes sportifs gouvernementaux. La décision du président Trump de nommer Triple H, ancien lutteur professionnel de la WWE, à un poste lié au sport et au fitness à la Maison-Blanche a provoqué une onde de choc à Washington. L'annonce, faite sans consultation préalable du Congrès, a soulevé de sérieuses questions sur les qualifications et les conflits d'intérêts. Paul Triple H Levesque, connu pour sa carrière dans le catch professionnel, a officiellement pris un poste de conseiller pour les programmes nationaux de fitness. Les critiques ont immédiatement souligné l'absence de diplômes académiques ou d'expérience administrative pertinente pour la fonction. Encore plus controversée a été la nomination de Lawrence Taylor, ancien joueur de la NFL, pour superviser les programmes sportifs pour enfants. Taylor, inscrit comme délinquant sexuel, a suscité des protestations immédiates d'organisations de protection de l'enfance. Des parents à travers le pays ont exprimé leur indignation face à ce choix, se demandant comment une personne avec un tel passé pouvait travailler sur des programmes destinés aux enfants. Selon Sarah Martinez, directrice de l'organisation Protect Our Kids, il est incompréhensible qu'une personne inscrite comme délinquant sexuel soit placée à un poste lié aux enfants. Pour elle, cela démontre un manque total de jugement ou, pire, une indifférence délibérée à la sécurité des enfants. Les liens entre ces nominations et les scandales sexuels dans le monde du divertissement sportif n'ont pas échappé à l'attention. La WWE, entreprise où Triple H a construit sa carrière, fait actuellement l'objet d'enquêtes fédérales sur des accusations de trafic sexuel visant son ancien PDG Vince McMahon. Des critiques se sont interrogées sur l'influence possible de ces liens dans les décisions de nomination. L'utilisation de fonds publics pour produire des vidéos promotionnelles coûteuses a également suscité la controverse. La réalisation de matériel publicitaire de qualité hollywoodienne, financé par l'argent des contribuables, a été perçue comme un gaspillage alors que des programmes essentiels subissent des coupes budgétaires. Les installations de la Maison-Blanche ont fait l'objet de rénovations extravagantes, incluant l'ajout de finitions dorées dans plusieurs salons. Ce luxe ostentatoire a fortement contrasté avec les besoins réels du pays, où les écoles publiques manquent de ressources de base et où les programmes de nutrition infantile ont été réduits. Des membres du gouvernement, sous couvert d'anonymat, ont révélé que les priorités de l'administration semblaient complètement déconnectées de la réalité. Un conseiller a indiqué que, pendant que des fortunes sont dépensées pour la décoration dorée et des vidéos promotionnelles, les questions fondamentales de gouvernance sont ignorées. La réaction du Congrès a été rapide et bipartisane. Même les républicains modérés ont exprimé leur inquiétude face à ces choix de personnel, notamment en raison des antécédents problématiques des personnes nommées.
Pendant que Washington bouillonnait de ces controverses, une crise bien plus grave se développait dans l'État du Texas, où des catastrophes naturelles ont mis en évidence des failles fondamentales dans la réponse fédérale aux situations d'urgence. Les inondations dévastatrices de la rivière Guadalupe ont mis en lumière de manière brutale l'inadéquation de la réponse du gouvernement fédéral face aux catastrophes naturelles. En janvier 2025, des pluies torrentielles ont provoqué le débordement du fleuve, inondant des communautés entières et laissant des centaines de personnes portées disparues. La réponse de la FEMA, Agence fédérale de gestion des urgences, a été marquée par des défaillances systémiques qui ont coûté des vies humaines. Les équipes spécialisées de recherche et de sauvetage urbain, essentielles pour les opérations dans les zones inondées, n'ont pas été déployées durant les 72 premières heures critiques, période considérée comme fondamentale pour sauver des vies en situation d'urgence. Encore plus choquante a été l'absence totale du directeur de la FEMA pendant les 2 premières semaines de la tragédie. Alors que des familles désespérées recherchaient leurs proches parmi les décombres et la boue, le responsable suprême de la coordination fédérale ne s'est tout simplement pas présenté au travail, sans justification officielle. La situation s'est aggravée lorsque le chef des opérations de recherche et de sauvetage de la région a publiquement démissionné. Dans une lettre adressée à la presse, il a cité un traitement inadéquat des victimes et un manque total de soutien fédéral comme raison de son départ, affirmant qu'il ne pouvait plus être complice de cette négligence criminelle. Les chiffres sont dévastateurs, plus de 100 enfants ont été confirmés morts et les équipes de secours recherchaient encore des corps plusieurs semaines après la catastrophe. Des familles entières ont disparu et des communautés rurales sont restées complètement isolées, privées d'une assistance fédérale adéquate. Maria González, habitante de l'une des zones les plus touchées, a perdu 3 enfants dans l'inondation. Elle a raconté, en larmes, que personne n'était venu les aider et qu'ils entendaient passer des hélicoptères qui ne s'arrêtaient jamais, comme s'ils n'existaient pas. La banalisation des tragédies est devenue un schéma alarmant de l'administration actuelle. Des catastrophes qui auparavant auraient mobilisé une réponse fédérale massive sont désormais traitées avec une indifférence bureaucratique. Des employés de la FEMA, sous couvert d'anonymat, ont rapporté avoir reçu des ordres visant à minimiser les coûts, même dans des situations de vie ou de mort. Pendant que le Texas faisait face à cette catastrophe, il a été révélé que des législateurs républicains de l'État travaillaient simultanément sur des projets de gerrymandering, la manipulation des circonscriptions électorales à des fins politiques. Les ressources et l'attention qui auraient dû être consacrées à la réponse au désastre ont été détournées vers des manœuvres politiques. Le contraste est saisissant, alors que des corps d'enfants sont encore retirés des décombres, des politiciens se réunissent dans des salles climatisées pour redessiner les cartes électorales. La population locale a exprimé son indignation face à ces priorités dévoyées. Des organisations humanitaires internationales ont commencé à se mobiliser pour apporter leur aide, une situation sans précédent pour une catastrophe sur le sol américain. La Croix-Rouge internationale a qualifié la réponse fédérale d'inadéquate selon les standards internationaux d'assistance humanitaire. Les conséquences de cette négligence vont bien au-delà des frontières du Texas, annonçant une crise plus large de gouvernance et de responsabilité nationale. Les données économiques de février 2025 ont dressé un tableau alarmant pour l'économie américaine. La croissance de l'emploi a enregistré sa pire performance depuis la pandémie de Covid-19, avec seulement 89 000 nouveaux postes créés, bien en dessous des 200 000 attendus par les analystes économiques. Les tarifs imposés par l'administration Trump ont commencé à montrer leurs effets dévastateurs sur les entreprises américaines. Les petites et moyennes entreprises ont signalé des difficultés croissantes pour importer des matières premières essentielles, avec des coûts en hausse de 15% à 30% dans plusieurs secteurs. L'Association nationale des fabricants a indiqué que 40% de ses membres envisageaient de réduire leurs opérations en raison du poids des tarifs douaniers. Sur la scène internationale, la situation apparaissait encore plus critique. L'Ukraine poursuivait sa lutte désespérée pour survivre, avec des villes entières bombardées quotidiennement. Le soutien américain, autrefois robuste, avait considérablement diminué, laissant les civils ukrainiens dans une situation encore plus vulnérable. À Gaza, la crise humanitaire atteignait des proportions catastrophiques. Des rapports des Nations Unies indiquaient que plus de 2 millions de personnes faisaient face à une famine sévère, dont 500 000 enfants exposés à un risque de malnutrition aiguë. Les hôpitaux fonctionnaient sans électricité, les médicaments de base étaient rares et les systèmes d'assainissement s'étaient complètement effondrés.
La politique étrangère américaine au Moyen-Orient a été résumée par une phrase ayant fuité d'une conversation téléphonique entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou: « Bébé, fais ce que tu veux. » Cette attitude permissive a choqué des diplomates chevronnés ainsi que des alliés traditionnels des États-Unis. Des responsables du département d'État, sous couvert d'anonymat, ont exprimé leur inquiétude face à l'approche de laisser-faire de l'administration. Un diplomate vétéran, fort de 30 ans d'expérience, a affirmé n'avoir jamais vu une abdication aussi totale de responsabilité dans la politique étrangère américaine. La crédibilité internationale des États-Unis continuait de s'effondrer. Les alliés européens commençaient à chercher des alternatives pour leur partenariat stratégique, tandis que des adversaires comme la Chine et la Russie étendaient leur influence dans des régions traditionnellement alignées avec les intérêts américains. Sur le plan intérieur, la polarisation politique atteignait des niveaux sans précédent. Des sondages montraient que 68% des Américains estimaient que le pays allait dans la mauvaise direction, le pourcentage le plus élevé depuis 2008. Des manifestations spontanées éclataient dans différents États, avec des protestations tant pour que contre les politiques gouvernementales. La presse indépendante faisait face à des pressions croissantes. Des journalistes rapportaient des intimidations, des procès frivoles et des tentatives systématiques de discrédit. Des organisations de défense des droits civiques alertaient sur des signes inquiétants d'érosion démocratique. Malgré tous ces défis, des voix attachées à la vérité continuaient d'émerger. Journalistes, militants et citoyens ordinaires maintenaient leur engagement à rapporter les faits, même face à l'adversité. La promesse de continuer à exposer la réalité, indépendamment des conséquences politiques, représentait un rayon d'espoir au milieu du chaos national. L'histoire continuait de s'écrire, jour après jour, avec de nouveaux défis testant les limites de la démocratie américaine. Et alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Trump a vraiment eu une journée d'enfer avec la foule qui se retourne contre lui. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, vous pensez que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez dans les prochains jours? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun nouveau contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!